Ben, je pense autant à l'époque, du WAC, je faisais des prédictions qui sont pas mal toutes vraies aujourd'hui, que même moi, ça me surprend des fois. Puis aujourd'hui, le playbook est déjà tout écrit. Dans le fond, on sait vraiment vers où ça s'en va. Tu as l'intelligence artificielle qui va automatiser le travail intellectuel. Puis après ça, la prochaine chose, ça va être les robots, là. Vous avez sûrement vu La les robots robotique, ouais. Tesla, les robots figures qui s'en viennent. Puis il se trouve que les modèles LLM, c'était la pièce manquante à mettre dans le cerveau de ces robots-là pour les permettre d'opérer dans le monde réel. Ça fait qu'autant, mettons, les jobs puis les tâches intellectuelles sont automatisées avec l'ordinateur aujourd'hui, autant éventuellement ça va être, tu vas avoir besoin de réparer ton évier, puis tu vas pouvoir avoir un robot à 5 piastres de l'heure qui va pouvoir venir le faire pour toi. Puis après ça, la prochaine étape, c'est les interfaces neurales. Puis ça, j'en parlais même en 2014-2015, je pense. Les puces connectées au cerveau, l'augmentation du cerveau avec l'intelligence artificielle, puis comme la fusion de l'humain et de la machine. Là, vraiment toute la science-fiction. En fait, la science-fiction, plus que je regarde ça, plus que je vois ça comme un espèce d'outil d'exploration du futur. Puis c'est Margaret Atwood qui disait ça, là, Art challenge science and science inspire art, ou peut-être que c'était l'inverse. Puis je pense que c'est vraiment ça qui va s'en venir, là. Bienvenue au podcast Intersection, le rendez-vous des passionnés de technologie et de leur impact sur la société d'aujourd'hui et de demain. Bon matin, Jonathan. Bon matin, Simon. Yes, on a un invité aujourd'hui. En fait, on s'était dit en cette saison 2 qu'on aurait de plus en plus d'invités. On est allé faire un reach out à notre copain lointain un peu à divers niveaux de personnes qu'on connaît interposées. Tony Aubé qui est avec nous ce matin. Bon matin, Tony. Bon matin tout le monde, merci de l'invitation. Ben écoute, ça fait plaisir. Puis moi, on couvre l'actualité technologique, on couvre l'intersection entre la techno, l'impact sur la société. Connaissant un peu ta place là-dedans, Tony, on voulait avoir un peu ton input sur tes développements à toi, mais ta perception de la technologie actuellement. Puis là, je m'arrête de parler parce que c'est une grosse intro, mais écoute, je te lancerai directement dans le vif du sujet. Tony, t'es qui toi? Puis qu'est-ce que tu manges en hiver pour les gens qui ne te connaissent pas? Ouais, ben moi, à la base, je suis un designer de la ville de Québec, là. J'ai étudié à l'Université Laval, en design multimédia. Puis après ça, quand j'ai diplômé, j'ai déménagé aux États-Unis. J'ai travaillé pendant 10 ans à Silicon Valley. J'ai travaillé dans des startups, j'ai travaillé chez Google en intelligence artificielle. Puis depuis, je suis revenu à Québec pour faire des projets d'innovation du calibre ou du style de ce que je faisais à Silicon Valley, mais à Québec. Puis à travers de ça aussi, j'ai fait un petit peu de TikTok, j'ai voyagé pas mal, j'ai fait un petit peu d'influencer, donc je me connais quand même pas si pire en médias sociaux également. Très cool, très cool. Puis, ben Joe, as-tu une question? On starte le bal. Comment qu'on starterait ça, cette entrevue-là? Écoute, moi, c'est sûr que je connais un petit peu Tony. On se connaît pas tant personnellement, mais évidemment, à cause du Web à Québec, toujours la chance d'aller m'asseoir dans la salle puis d'écouter un peu comment dire, le shakeage de cocotier que tu nous amenais généralement. Puis c'était toujours super agréable. Puis j'aimais beaucoup ça. C'est le genre de contenu que je trouve que ça fait du bien quand on sait justement qu'on a des gens puis on veut leur dire Hey guys, let's go, essayez, bougez, c'est pas si dur. Puis possiblement, vous allez pouvoir atteindre des résultats. Fait que c'est comme ça que je t'ai connu. Puis depuis ce temps-là, ben, j'ai regardé un peu ce que tu faisais. Puis quand je suis tombé évidemment sur ton projet amical que j'ai vu accroché quand j'ai vu passer le fameux petit reportage dont tu as eu à Radio-Canada. J'ai fait OK, wow, au-delà de le voir, puis d'aller lire un peu votre site web, puis de comprendre un peu c'est quoi qu'il y a derrière, mais de voir concrètement en action. Là, moi, j'ai mon père qui est en RPA, je vois des gens autour de lui qui sont un petit peu plus avec des problématiques de ce côté-là. Fait que, je m'imaginais bien, mais de le voir en action, été vraiment impressionné. Fait que j'étais curieux de jaser de tout ça. J'étais curieux de savoir d'ailleurs d'où est-ce que ça sort. Où est-ce que Tony Aubé, designer, dans le monde de la tech, comme tu dis, avec ton background, qu'est-ce qui a été le déclic qui a fait que tu t'es dit, hey, je pense qu'il y a un créneau justement sur ce type de clientèle-là.
Ouais, ben, dans le fond, moi, je suis revenu de Silicon Valley début 2024 pour me rapprocher de ma famille. Puis, j'avais pas de projet qui m'intéressait tant que ça en intelligence artificielle à Québec. C'est que je me suis dit, bon, je vais faire mes propres projets à la place. Puis, ce que le monde savent moins, c'est que j'ai genre fait environ 5-6 projets, toutes sortes d'applications d'IA. Puis, à chaque semaine, je brainstormais des nouvelles idées, puis j'essayais des nouveaux prototypes, des nouveaux concepts. Puis en même temps, ben, moi, j'avais une expérience avec ma grand-mère qui avait eu l'Alzheimer il y a plusieurs années de ça. Elle est décédée malheureusement aujourd'hui. Puis je me rappelle de mon expérience où que, tu sais, elle était dans un building, puis dans son RPA, c'était la personne qui a le plus de visites. Puis elle disait qu'elle était tout le temps toute seule. Puis on était là, maintenant, voyons, c'est toi qui as le plus de visites. Puis elle oubliait à cause de son Alzheimer, elle oubliait qu'on allait la voir. Puis elle était vraiment dans le moment présent, là. Même quand on partait, tu sais, elle oubliait genre 10-15 minutes après qu'on était passé, puis elle s'ennuyait encore. C'est que, puis, tu sais, en même temps que j'explorais le IA, je me suis dit, ben, tu sais, si elle est tout le temps dans le moment présent, puis elle s'ennuie, ben, il y a juste l'IA qui peut vraiment être 100% présente avec elle. J'ai vu une opportunité à ce niveau-là. Puis aussi, en même temps, je me rappelle, elle était genre incapable d'utiliser la technologie, incapable d'utiliser un iPhone, une tablette. J'essayais d'y montrer. Puis peut-être qu'elle comprenait pendant genre 30 secondes, puis après ça, elle l'oubliait immédiatement comment ça marchait. Quand j'ai fait mon espèce de deep dive d'introspection sur les possibilités d'utilisation de l'IA, je parlais à beaucoup des médecins, tout ça. Puis en parlant à un, tu sais, j'étais là, tu sais, tant qu'à faire de l'IA, pourquoi pas les mettre dans un objet que le monde connaisse, puis comme un téléphone. Puis là, j'en parlais avec un gériatre, justement, puis on s'est regardé, puis j'étais là, ouais, c'est quand même une bonne idée. C'est ça qu'on a fait, puis on a développé Amical, là, qui est un compagnon IA dans un vieux téléphone classique, qu'on installe dans les chambres des résidences de soins aux aînés pour soutenir les gens qui ont des troubles cognitifs. Mmh, quand même fascinant l'espèce de jointure, là. On va mixer une vieille tech avec, parce que dans le fond, ce que je comprends bien, c'est que ta grand-mère, ultimement, un téléphone old school, ça, c'est sûr que c'était ingrained, c'était pogné dans sa tête. C'est sûr qu'elle sait c'est quoi, Alzheimer pas Alzheimer. Donc, de mettre ces deux trucs-là ensemble, une espèce de puissance AI dans un vieux téléphone, ça donne quelque chose de relativement intéressant. Là, on a vu un peu dans le reportage qui a sorti, vous l'avez mis dans les mains de certaines personnes, là. Tu sais, comment c'est quoi les premières, je veux peut-être nous amener dans ta tête quand tu as vu pour la première fois quelqu'un utiliser ton prototype ou ta preuve de concept, là, tu sais, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as senti, là, qu'est-ce qui se passait? Ben, ouais, au début, la première fois que j'ai eu l'idée, une des premières choses que j'ai faites, c'est que je suis allé m'immerser dans le milieu de l'Alzheimer. Donc, j'ai cogné à des portes de différentes résidences pour justement valider mon idée. Puis, à l'époque, tu sais, on n'avait même pas de programmeur, on n'avait rien. Donc, la seule affaire que j'ai faite, c'est que je voulais pas un téléphone intelligent, donc j'avais mis un iPhone caché dans un boîtier de téléphone classique imprimé en 3D, là. Vraiment un truc là, prototypé en 2 jours, pas développé aucune technologie, puis je suis allé direct dans les résidences pour le tester. Puis on était super chanceux. On a eu des gens vraiment très accueillants qui voyaient un petit peu la vision puis qui voyaient l'intérêt puis le potentiel. Puis on a pu tester. Puis je te dirais, la première fois que j'ai testé le prototype, la première personne y a parlé pendant 10 minutes, puis c'était une conversation super agréable. Puis ça, c'était dans les débuts de ChatGPT. C'était même avant ChatGPT Advanced Voice, là. On voyait vraiment où ça s'en allait. Puis on a commencé à développer ça avant que la technologie soit arrivée genre à un niveau que ça fonctionnait. Malgré ça, la première personne qui a parlé pendant 10 minutes, j'étais mind blown. Dans 10 ans de carrière à Silicon Valley, j'ai jamais vu un prototype fonctionner aussi bien, genre les 30 premières secondes, à partir de ce moment-là, on était vraiment convaincus. Très hot, très hot. Ouais. Ouais. Puis tu l'as dit, ça prend quand même du monde qui sont ouverts à ça, parce que c'est ça, un peu comme quand n'importe quelle startup t'amène quelque chose au marché, ça va te prendre des early adopters qui vont comme comprendre le potentiel. Genre, est-ce que je sais pas t'en es où par rapport à ça, mais est-ce que de tous les gens que tu rencontres ou les prospects potentiels ou les clients potentiels, est-ce qu'il y a il y a de la divergence d'opinion face à voir ce device-là arriver dans les centres pour personnes âgées? Ben, clairement, souvent la divergence d'opinion, c'est entre les gens, mettons, du milieu peut-être plus académique ou les gens du milieu qui connaissent juste pas le milieu, puis les gens professionnels du milieu de santé. Par exemple, notre vidéo Radio-Canada, on l'a mis sur TikTok, puis tu sais, j'avais pas vraiment pensé à ça quand je l'ai faite, là. J'ai mis la vidéo un format rectangulaire dans un format vertical, j'ai pas fait d'optimisation, rien, j'ai pas fait de coupure, c'est une vidéo de 3 minutes. Puis la vidéo a complètement explosé sur TikTok, puis sur Facebook, puis sur tous les médias sociaux. Puis la raison pourquoi ça a explosé, c'est qu'il y a beaucoup de conversations. C'est comme un concept qui est nouveau, qui est inusité, ça surprend les gens. Puis les gens se font rapidement une opinion, soit ils aiment ça, soit ils aiment pas ça. Puis dans les
commentaires, ils vont en discuter vraiment longtemps. Puis ça encourage énormément l'algorithme. Moi, j'avais comme une intuition que le amical, ça serait viral. Je pensais que ça serait plus parce que c'est genre et triste un petit peu. Mais finalement, c'est beaucoup viral parce que ça entraîne beaucoup la conversation, ce qui est super bon pour nous. Mais aussi, je dirais, tu sais, j'ai fait un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième vidéo de suivi où que je prends plus le temps d'expliquer la vision. Puis quand le monde comprenne la vision, puis aussi, c'est des gens souvent qui aiment pas le projet, c'est des gens qui connaissent pas l'Alzheimer en tant que tel. Puis quand ils comprennent un petit peu plus la maladie, puis vraiment le but de ce produit-là, puis certaines décisions qu'on a prises stratégiques au niveau du produit, mais là, généralement, dans les dernières vidéos, 99% des commentaires sont très positifs, là. Donc souvent, c'est plus une question de compréhension, je pense. Je suis pas vraiment surpris que ça polarise, justement, comme tu le dis, là, que t'aimes ou que t'aimes pas, puis qu'à la limite, il n'y a pas tant de zones grises. Mais est-ce que tu penses que justement, cette polarisation-là vient aussi du fait que actuellement, socialement, culturellement, on démonise peut-être un peu trop l'IA? Oui puis non. Ben, je pense que l'IA est démonisée à sa juste valeur aussi, là, parce qu'il y a clairement des gros impacts sur la société qui s'en viennent, puis c'est important d'être prudent avec la technologie. Donc, puis c'est aussi, tu sais, le monde ne comprenne pas la techno, le changement, ça fait peur. Puis là, en ce moment, on a comme l'équivalent de genre 500 ans de changement en genre 3 ans. C'est comme une révolution qui est complètement folle, là. Justement, j'essayais Sora, le nouveau générateur de vidéos IA de OpenAI à matin, puis les implications de ces technologies-là sont transformatrices à un point qu'on peut même pas encore comprendre aujourd'hui. Dans genre 500 puis 1000 ans, tu sais, l'année 2025, elle va être dans les livres d'histoire comme étant genre l'année où que genre presque tout a changé du tout au tout, là. Autant au niveau de l'industrie de la connaissance, de la médecine, de Hollywood, de la créativité, des jeux vidéo, tout change vraiment rapidement. Nous, on est comme dans une frange un peu particulière. C'est sûr qu'on est des gens super, comment dire, on est entre ces deux technologies-là ou ces deux époques-là, tu sais, l'ère Internet, le développement numérique et tout ça. Puis là, l'IA arrive, puis on va se retrouver un peu comme la génération qui va avoir vécu la transition. Donc, je me demande avec ça, tu sais, je regarde le développement de l'IA, puis je me dis, ça va être quoi le prochain gros changement là, qui va peut-être encore plus susciter de l'adoption plus générale? Parce que, tu sais, à l'heure actuelle, je pense qu'on a une situation IA qui se professionnalise, donc les gens du milieu numérique, un peu dans le monde professionnel, etc. Mais c'est encore lent, tu sais. On dirait que je me demande qu'est-ce qui va être peut-être un prochain déclencheur. Est-ce que là, concrètement, les gens, est-ce que c'est juste le temps? Tu sais, c'est peut-être ça aussi. Mais c'est un peu ça, mais je trouve ça super intéressant. Puis oui, écoute, moi, j'ai pas eu la chance de tester Sora encore, Sora 2, mais j'ai très hâte de jouer avec ce que tu me dis. Ouais, je pense que c'est une question de temps. C'est une question aussi de que le monde voit vraiment les bénéfices ou voit les impacts puis comprenne, tu sais, OK, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Souvent, ben moi, c'est une chose que j'ai toujours fait, c'est que j'ai toujours testé au maximum toutes les nouvelles technologies, puis j'ai toujours pris beaucoup de temps à réfléchir aux impacts de ça. Puis c'est ça que je fais encore avec l'intelligence artificielle. Tu sais, moi, sur TikTok, à l'époque, je faisais des vidéos d'IA en 2021, à l'époque où il fallait vraiment se connaître pour pouvoir faire des choses. Je pense que, justement, le génie de Sora, là, pour pas sauter du coq à l'âne, c'est le fait qu'il ait fait une application comme TikTok. C'est que là, ça va genre vraiment mettre cette puissance de technologique-là dans les mains des jeunes. Puis ça les met aussi accessibles sur les forces du marché, genre les forces de l'économie, de l'attention. Puis, en tout cas, n'importe qui peut imaginer n'importe quoi, puis de le lancer dans le monde réel, puis voir qu'est-ce qui fonctionne pas. Ça va genre faire une explosion de l'imagination qu'on n'aurait jamais vu auparavant. Donc, en tout cas, Peut-être pour Tony, peut-être pour juste imager pour les gens qui ne connaissent peut-être pas Sora 2. Là, je fais un petit stream là, rapido de ta page TikTok à toi qui est un petit brag ici, là, quand même un bon following là, de Tony. Mais quand tu me dis l'application Sora 2 qui est sortie en ce moment en private beta, là, c'est accessible seulement à des gens qui ont reçu un code d'invitation, de ce que j'en ai compris. Ce que tu me dis, c'est que c'est des mécaniques à la TikTok, mais avec la génération de vidéos de Sora 2 de OpenAI. Peux-tu nous expliquer un peu, tu l'as vécu, toi, tu nous disais avant d'entrer en rencontre que tu l'as testé, l'application, avant même qu'elle soit sortie au public, là. Donc, parle-moi un peu de ce que tu as vécu face à quoi ça sert cette application-là, comment tu l'utilises là, pour le commun des mortels, là? ben, tu sais, mettons, moi, si je veux faire une vidéo TikTok, il faut quand même être à l'aise devant la caméra, là, ce que, genre, la majorité des gens ne sont pas. Mhm. À deux, tu sais, ça prend du temps, là. J'ai genre un kit d'influenceur avec des lumières.
rideau vert, tout ça. Puis maintenant, c'est littéralement juste ChatGPT, là. Tu prends une phrase, t'écris la vidéo que tu veux, puis ça te génère la vidéo avec du son. Tu peux mettre les personnages que tu veux dedans. Puis ils ont comme essayé de mettre des contrôles sur, par exemple, les restrictions des copyrights, là. Genre, tu peux pas faire une vidéo de Homer Simpson. Genre, en tout cas, ça marche pas trop bien, ou peut-être qu'ils l'ont fait par exprès pour pas que ça marche trop bien, mais il y a clairement du monde qui trouve des workarounds. Mhm. En ce moment, tu vois une vidéo de genre Super Smash Bros avec SpongeBob SquarePants qui se bat contre un boss de Elden Ring. Tu peux littéralement remixer n'importe quoi. Tous les styles artistiques, tous les personnages, toutes les cultures sont genre libres d'essai, puis on peut toutes les mélanger de la façon qu'on veut. C'est absolument hallucinant. Puis j'ai regardé un peu ce qui se passait parce que ça explose un peu le nombre de gens qui ont accès à ça, puis les résultats de cette application-là commencent à exploser en ligne. On dirait, tu l'as dit un petit peu, Joe, tantôt, tu sais, l'AI en ce moment, t'as, oui, le monde professionnel pardon, qui l'utilise énormément, ben beaucoup quand même, puis les techs quand même pas mal, mais le commun des mortels, à venir jusqu'ici, c'était beaucoup je vais le dire entre guillemets québécois, du petit taponnage. Là, on va se mettre en photo à la Ghibli, on va se mettre en photo dans un starter pack, tu sais. Pas une affaire qui fait que l'être humain va aller habiter sur Jupiter, là, tu sais, plus tard. Là. On est loin de ça. Puis là, avec cette application-là, on capitalise encore plus sur le fait que c'est pas du taponnage, mais ça reste ça reste du l'entertaining de mon mononcle, mon oncle, ma tante, mon cousin et ma cousine peuvent se mettre en scène sur le Titanic comme si c'était vrai back in the days. On révolutionne pas la planète Terre, mais j'ai l'impression que ces startups-là, à la OpenAI, réalisent que la masse d'utilisateurs en ce moment n'est pas tech-savvy en malade mental. Puis on va tranquillement leur mettre des outils très ludiques dans les mains pour commencer à de plus en plus leur faire réaliser tout ce qui est possible là-dedans. Là. Ça sonne comme ça dans ma tête à moi, comme passage vers le marché de l'AI en ce moment. Là, tu sais. Ouais, exactement. Puis moi, je le vois un petit peu comme la pointe de l'iceberg, là. Genre, en ce moment, tu fais des clips de 4 secondes ou 5 secondes, puis c'est des clips un petit peu genre stupides ou genre des jokes rapides ou des choses comme ça. Mais tu sais, au début, quand ChatGPT est sorti, c'était quand même genre, tu peux générer du texte, tu peux genre générer genre un paragraphe, mais si tu essaies de faire un livre au complet, ça marchera pas vraiment. Puis ça a pris plusieurs années avant que ça devienne l'outil vraiment puissant qui est démocratisé aujourd'hui. Puis je pense, quand je regarde Sora en ce moment, puis je vois l'évolution vers où ça va, tu sais, littéralement, tu vas pouvoir faire ton propre film, là. Genre, toi, t'aimes Quentin Tarantino, puis t'aimes SpongeBob. Tu vas pouvoir faire un film de SpongeBob dans le style de Quentin Tarantino, puis tu vas pouvoir diriger le scénario. Ça change complètement Hollywood, ça change complètement l'industrie du jeu vidéo aussi. J'ai fait une vidéo de Grand Theft Auto 5 dans Elden Ring. C'est que là, le personnage rentre dans l'auto, puis il se promène en char, mais dans le monde de Elden Ring. Puis éventuellement, rapidement, tu vas pouvoir contrôler le vidéo parce que ça va être en temps réel. C'est que tu vas pouvoir peser à droite, puis l'auto va aller à droite, peser à gauche, l'auto va aller. C'est que, en tout cas, les implications pour Hollywood, pour l'industrie du jeu vidéo sont absolument massives. Puis pour tout ce qui est créativité puis imagination. Tantôt, tu disais, on est à tip of the iceberg, là, tu sais, ce qu'on est en train de vivre. Et comme Joe le disait, tu sais, nous, on a vécu l'avant. On est comme tu disais aussi, Tony, tu sais, on est à un moment où 2025, dans 1000 ans, ça va être écrit selon nous comme étant une année mind-blowing, charnière dans l'histoire de l'humanité. Je nous ramène un peu avec Amical. Donc, toi, amène quand même au marché quelque chose de out there qui n'existait pas nécessairement. Donc, dans un moment historique où on est dans la giga nouveauté, on n'a aucune idée de ce qui se passe en dessous de l'océan, on est juste au tip of the iceberg. Toi, tu as l'idée avec ton équipe de OK, on va pogner un vieux téléphone, pogner de l'intelligence artificielle, on va faire que des personnes Alzheimer peuvent discuter le temps qu'ils veulent avec un AI, puis pour les réconforter, enlever l'ennui, puis tout ça. De tout ça, là, toi, je sais que c'est encore early quand même, la startup. Est-ce que tu as été capable de dire, dans 2-3 ans, on va être où avec cette histoire-là? Tu sais, on amène ça où? Amical AI, le téléphone. As-tu des visions un peu pour le futur par rapport à ce genre de choses-là, bien qu'on est très, très early? Oui, ben, c'est une super de bonne question, puis c'est quelque chose auquel je réfléchis beaucoup. Tu sais, c'est pas un accident qu'on a choisi, par exemple, les personnes âgées puis les personnes avec les troubles neurocognitifs. Tu sais, quand tu commences une startup, il faut que tu commences avec une niche. Facebook, quand ils ont commencé avec les étudiants d'université, puis à un moment donné, ils ont ouvert la technologie à tout le monde, puis c'est devenu la plateforme avec des milliards d'utilisateurs.
À l'époque, quand on a commencé, les technologies vocales étaient pas assez bonnes pour monsieur, madame, tout le monde, puis j'argumenterais que ce sont peut-être pas encore, tu sais, moi j'utilise beaucoup de ChatGPT, mais c'est pas mon meilleur ami, puis je lui parle pas à tous les jours, quoi qu'il y a des gens qui le font déjà, parce que ça a beaucoup évolué depuis 1 an ou 2. C'est quand on a commencé, on se disait: «Tu sais, la voix est pas assez bonne pour monsieur, madame, tout le monde, mais si tu as des troubles cognitifs, la voix est assez bonne». Puis en plus, c'est une niche qui a grandement besoin d'une technologie de même, beaucoup plus que les gens qui sont en santé, selon moi. Puis la raison pour qu'on a choisi les personnes âgées plutôt que les jeunes, c'est, tu vois, mettons, puis j'avais fait des entrevues avec les startups de Character AI qui font des blondes puis des chums IA pour les jeunes. Quand je dis le monde devrait genre être réticent, c'est un bon exemple de ça parce que si t'es jeune puis tu te fais une blonde ou un chum AI, ta blonde AI est genre vraiment soumise puis elle te confronte jamais. Tu vas pas avoir développé les capacités interpersonnelles de gérer des conflits, de gérer des problèmes, des frictions, tout ça. Puis tu sais, Non, ça peut vraiment genre changer, genre affecter complètement le développement d'une nouvelle génération. clairement. Tandis que les personnes âgées, selon moi, tu sais, ils ont déjà fait leur vie, ils ont déjà développé toutes leurs capacités. Maintenant, ils sont en fin de vie. Maintenant, ils s'ennuient, ils ont juste besoin d'un bon moment, puis de passer le temps, puis de trucs agréables. C'est que stratégiquement, c'est vraiment ça, la raison derrière Amical, là. C'était vraiment réfléchi, c'était pas juste on y va au hasard. Mais la vision long terme, tu sais, moi, quand je vois ça, c'est un espèce de Jarvis, là, tu sais, Jarvis dans Iron Man, qui est comme une IA omniprésente aux alentours de toi, avec qui tu peux parler, puis qui est au courant, puis qui peut s'occuper de toi, puis qui peut voir des problèmes, puis les régler. Puis c'est vraiment vers ça qu'on s'en va, avec Amical. C'est une espèce de Jarvis pour les personnes qui ont des troubles cognitifs. Ah! Hem, puis tu sais, tu peux t'imaginer, mettons, la personne tombe, ben, tu sais, l'IA, elle peut lui dire: «Hey, je sais que tu es tombé, il y a quelqu'un qui s'en vient, j'ai envoyé une alerte déjà, il y a un personnel qui s'en vient», tu sais? Mmh. Je pense qu'on va être tellement chanceux, notre génération, comparé à nos parents, du fait que quand on va vieillir, on va avoir une technologie qui est incroyable, qui va nous offrir un soutien 24/7 et qui est inimaginable aujourd'hui, qui va être, un ordre de magnitude meilleur que ce qui est possible de faire aujourd'hui. Autant en termes de qualité, mais aussi en termes de scale. Tu sais, pouvoir offrir une qualité de soins à une plus grande quantité de population, malgré, souvent, comme aujourd'hui, des effectifs limités et des ressources limitées. Ouais, tu touches un excellent point. Puis, tu sais, moi, ce qui m'a fasciné aussi de ta plateforme, c'est tout le volet back-office, parce que là, on parle beaucoup OK, oui, le personne âgée qui prend l'appareil puis qui vit la situation, etc., puis qui va vivre l'expérience. Mais le dashboard en arrière qui peut servir soit au gestionnaire de la RPA, soit servir, I guess, aux familles aussi, de savoir, hey, qu'est-ce qui se passe avec mon parent qui est là-bas, d'avoir un peu des nouvelles aussi, de savoir que, OK, puis j'imagine qu'il peut peut-être, dans les discussions qu'il y a avec l'IA, avoir des triggers qui peuvent donner un peu des alertes finalement, comme ah, OK, il y a une situation peut-être, il y a telle discussion qui a eu lieu. Donc, tu sais, j'imagine que tout ça, ce bout-là est quand même un potentiel quand même incroyable. C'est la partie le fun aussi, j'en parlais avec mon associé, ça fait 1 an qu'on travaille là-dessus, genre acharnément. Tu sais, le téléphone en tant que tel, on est passé par genre 5 versions de ça, là. Au début, c'était le modèle imprimé en 3D avec l'iPhone dedans. Après ça, moi, je m'en allais dépenser 300 000 en manufacturing. Mon associé est là: «Wow, calme-toi, on va trouver une autre solution». Puis à un moment donné, il a pensé: «Hey, tu sais, les téléphones d'urgence dans les stationnements, tu décroches, ça appelle la police. On pourrait pas juste tu décroches, ça appelle notre IA à la place». Fait qu'on a fait une version de celle-là. Il y a des gros problèmes de compression audio qui faisaient que l'IA comprenait pas très bien. On a vraiment patiné pour arriver avec la version d'aujourd'hui qu'on n'a pas dépensé 300 000 puis qui est connectée au Wi-Fi, que tu décroches, ça fonctionne immédiatement, la qualité de l'audio est bonne. Donc, tout ça, on a fait ça pour se rendre aujourd'hui où on en est. Puis là, le code qu'on est en train d'écrire aujourd'hui, c'est le code de comment est-ce qu'on détecte qu'une personne va mal, puis comment est-ce qu'on réagit en fonction de telle ou de telle situation, qui est-ce qu'on avertit, quelle notification qu'on envoie à quel moment. Tu sais, je disais, le code qu'on écrit aujourd'hui, là, ça reste pour les 50 prochaines années. Dans 5-10 ans, le téléphone, il va avoir changé, ça va peut-être être un robot Tesla, ça va être peut-être quelque chose d'autre, mais vraiment, là, on est rendu dans la viande vraiment de la technologie qui Ouais. amène la C'est valeur long terme pour les gens. Fait que Donc, c'est c'est vraiment le vraiment brain, le cerveau de tout en arrière, là, tu sais, qui va être nourri d'un peu justement des conversations puis tout ça. ouais. Puis aussi, je rajouterais, l'intelligence artificielle, ben, quand j'ai commencé le projet, j'étais là: «Ça va être tough au niveau de l'IA». Mais finalement, les modèles sont tellement puissants, les API sont tellement bonnes que c'est pas si compliqué techniquement. Il y a quand même, tu sais, il faut quand même s'y connaître puis bien travailler. Mais c'est vraiment l'aspect humain qui est le plus challenging dans ce projet-là. Puis tu sais, toutes les situations, on travaille avec, par exemple, un psychologue, on travaille avec un gériatre. Puis, mettons une personne qui a l'Alzheimer, qui a comme un rappel de sa maison, que là, elle veut aller chez elle.
Là, elle essaie de partir pour aller chez eux, mais ça fait 20 ans qu'elle habite plus chez eux, puis elle réalise qu'elle peut pas sortir de l'édifice parce que les portes sont sécurisées pour la sécurité de la personne. Puis elle en vient à la conclusion logique qu'elle s'est faite kidnapper. C'est que là, mettons, elle va décrocher Oh le téléphone, shit. puis elle va dire là, je veux aller chez nous, ils me laissent pas partir, appelle la police. Et comment tu réagis dans une Mhm. situation comme ça? Puis ça, c'est des situations réelles que le personnel des RPA puis des maisons de soins comme ça, ils sont confrontés à chaque semaine à des situations comme ça. Puis, tu sais, ils ont des bonnes pratiques. Il y a beaucoup de chercheurs, beaucoup de penseurs, beaucoup de gériatres, de spécialistes du domaine qui sont penchés là-dessus puis qui ont tu sais, déterminé c'est quoi les meilleures approches pour telle et telle situation. Là, on est en train de l'encoder dans notre app. On est en train de genre travailler avec eux puis tu sais, vraiment prendre des décisions concrètes. C'est ça la meilleure réaction. Puis on va s'assurer que notre IA elle réponde comme ça dans l'avenir. Donc, c'est aussi c'est vraiment les parties les plus intéressantes puis passionnantes du projet en ce moment. C'est touché, c'est malade parce que ça me ramène dans une anecdote parce que moi, mon grand-père a eu l'Alzheimer et était placé dans un centre pour personnes âgées, puis il s'était enfui. Fait que fouille-moi comment les gens ont pas compris comment il a réussi à passer à la porte, puis il a réussi à embarquer dans un taxi. Finalement, le chauffeur du taxi s'est rendu compte que le gars était mêlé, mon grand-père, puis ma grand-mère avait toujours laissé une petite carte dans son veston qui était avec l'adresse ou un numéro de téléphone. Elle laissait comme une espèce de bouée de sauvetage. Il était tombé là-dessus, il l'avait ramené, mais ce que tu dis là me ramène à ça. C'est sûr que c'est une réalité qui existe. Ces gens-là réalisent qu'ils sont à une place qu'ils devraient pas être, même si c'est momentané dans leur journée, c'est pas cool. Fait que de voir que ton téléphone, Amical AI, serait comme une espèce de bouée de sauvetage, de discussion, mais qui permettrait de trigger d'avance, peut-être même proactivement aussi, j'imagine, tu sais, au fil, tu sais, peut-être que mon grand-père qui s'est enfui, peut-être que s'il avait jasé avec ton téléphone une semaine avant, on aurait pu déceler des bouts de genre, ouais, je pense qu'il y a un risque qui veut s'en aller, Marcel, là. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Fait que je comprends donc que l'espèce de core, c'est l'algorithme de reconnaissance, le Natural Language Processing, donc comprendre ce qui se dit, analyser ce qui se dit sur des échantillonnages de plus en plus grands, j'ose croire, pour te permettre d'avoir une précision de diagnostic au final. Tu sais, on va triggerer quoi? On va le dire à certains personnels, plein de choses qui peuvent être possibles. Fait que c'est vraiment intéressant. Ouais. Puis je rajouterais, les personnes l'Alzheimer, c'est une drôle de maladie où que faut vraiment pas infantiliser les gens. Puis moi, ça me fascine tout le temps, tu sais, autant il y a des problèmes de base cognitifs qui fait qu'ils ont la grosse difficulté à interagir avec toi, puis autant que des fois tu réalises, crime, c'est vraiment une personne intelligente qui a genre une carrière complète, puis tu sais, genre qui a réussi à s'enfuir, ça m'étonne pas pantoute, là. C'est genre, il y a du monde, tu sais, on s'en va dans des résidences, il y a des codes, puis le monde, ils ont l'Alzheimer complètement, mais ils ont réussi à mémoriser le code parce qu'ils ont des techniques pour s'en rappeler ou ils l'ont noté, puis ils ont caché la feuille avec la note dans leur poche, puis tout. Puis tu sais, c'est normal, là, genre, c'est que, ouais, non, c'est ça. Je m'intéresse beaucoup aussi à l'utilisation de l'intelligence artificielle comme ça pour assister les gens cognitivement. Je pense que ça a beaucoup de potentiel aussi parce que tu sais, c'est de la cognition. L'intelligence artificielle, c'est de la cognition. Puis ça, c'est des gens qui ont des problèmes de cognition. C'est que je pense qu'il y a un futur où que notre téléphone, notre IA va pouvoir accompagner les gens puis les aider dans leur quotidien aussi. Puis peut-être, là, on focus vraiment sur les gens qui sont plus en fin de maladie, qui sont en stage modéré à avancé. Mais je pense qu'il y a énormément de potentiel de cette techno-là pour les gens qui sont en début de maladie, les gens qui ont des diagnostics précoces, par exemple, puis qui commencent Ah! à oublier des choses. Puis tu sais, ben, je sais pas pour vous, mais moi, ChatGPT, à chaque jour, genre, je perds des mots des fois, puis je suis là, comment qu'on dit tel truc, mais tu sais, de façon plus optimiste. Puis là, genre, il me dit un mot, ah non, ça c'est trop négatif, genre, spin-moi là plus comme ça. Puis il est super bon pour, genre, assister la cognition. C'est avec une version plus de base, comme ça, pour les gens qui commencent à avoir des troubles de cognition, je pense que ça a énormément de potentiel aussi. Écoute, ce que je vois aussi, c'est que tu sais, on parle beaucoup de maladies, mais moi, je vois un gros potentiel même pour des personnes qui sont âgées, uniquement dans une optique de briser l'isolement. Parce que je pense que l'isolement aussi, c'est quand même quelque chose que les gens âgés vivent. Tu sais, veux pas, involontairement, souvent, ils vont, oui, peut-être avoir des familles autour d'eux, mais tu sais, la vie étant ce qu'elle est, avec les enfants et tout, tu sais, ils n'ont peut-être pas nécessairement autant d'attention, autant de temps qu'ils le souhaiteraient. Est-ce que vous avez déjà vécu des situations où des gens qui n'ont pas nécessairement de problème ont juste envie, par curiosité, d'aller décrocher le combiné, puis de parler à quelqu'un, puis de s'amuser
l'utiliser puis de voir un peu qu'est-ce que ça peut donner puis que ça leur a généré un moment agréable dans leur journée? Ouais, on se le fait demander souvent, puis on se le fait dire souvent. Moi, généralement, la première chose que je dis à ces gens-là, c'est juste: «Essaye ChatGPT». Si tu es capable d'utiliser ton iPhone, tu es capable de trouver l'application puis de l'utiliser. Il y a moins d'intérêt à avoir notre app qui est vraiment optimisée pour les gens qui ont des troubles cognitifs. Mais il y a clairement un chemin futur, mettons amical, on se pose la question encore. Soit on focus vraiment sur les troubles cognitifs ou soit, à un moment donné, on fait comme Facebook, puis on élargit à tout le monde, puis on a comme le compagnon par excellence pour les personnes âgées. Mais en ce moment, je penche plus sur le focus sur les troubles cognitifs. Je pense qu'il y a plus de, je pense que naturellement, les gens âgés qui sont en santé intellectuelle, cognitive, vont être capables d'utiliser les téléphones intelligents puis d'aller trouver leur application, du goût sur la App Store qui va répondre à ce besoin-là. Mais souvent aussi sur TikTok, puis dans les commentaires sur les médias sociaux, ils disent, tu sais, c'est triste, ils devraient parler à des humains à la place. Mais quand je regarde les jeunes ont beaucoup d'amis, ils textent leurs amis constamment sur leur téléphone, mais ils parlent beaucoup à l'intelligence artificielle aussi. Il y a comme, puis tu sais, il y a des bénéfices que tu vas chercher de un que tu n'as pas nécessairement avec l'autre. Tu sais, avec le contact humain, tu as genre vraiment une connexion qui est plus forte, que tu as vraiment une impression que la personne a un vécu, puis elle peut relate avec toi par rapport à son vécu. Tandis qu'avec l'intelligence artificielle, les gens souvent vont l'utiliser comme thérapeute parce qu'ils n'ont pas un sentiment de jugement. Parce que veut pas, tous les humains, il y a tout le temps comme des arrière-pensées, il y a tout le temps du jugement, tandis que l'intelligence artificielle est vraiment plus neutre. Donc, ils vont aller dire des choses à l'intelligence artificielle qu'ils n'iront pas dire à leurs meilleurs amis même. Puis les jeunes ont ce bénéfice-là, puis je vois pas pourquoi les personnes âgées pourraient pas en profiter aussi. C'est un petit peu comme ça que je Totalement. vois les choses également. Tu sais, puis moi, je pense que vous allez peut-être vous faire prendre au jeu sur cette idée de compagnon-là, parce que, tu sais, au final, je pense que, mettons, je pense aux personnes qui ont des difficultés, que ce soit la maladie ou ça, qui sont dans les RPA. Fait que les gens qui n'ont pas nécessairement ces problèmes-là ou qui ont des problèmes plus légers, disons, vont voir l'effet positif d'Amical sur les personnes qui vivent ces situations de maladie. Fait que ça va inévitablement susciter leur curiosité, puis vont vouloir ben, je vais aller décrocher ce combiné-là, je vais voir comment, tu sais, fait que je serais pas surpris de voir que dans le futur, il y ait un usage, tu sais, qui était peut-être pas prévu, comme tu dis initialement, avec le focus plus sur l'aspect médical, un peu l'aspect Alzheimer. Mais en tout cas, bref, voilà, c'était juste ma petite parenthèse. Moi, tantôt, tu as dit quelque chose, Tony, qui m'a amené une réflexion, puis c'est une question qu'on voulait te poser les deux, là, moi puis Joe. Là. Tantôt, tu as dit, OK, ben, tu sais, oui, on se pose la question par moment, est-ce que Amical AI va être un compagnon plus niché pour les personnes âgées, / Alzheimer, / personnes âgées, ou à un moment donné, on éclate ça, genre, le compagnon, tu sais, vraiment plus widespread, quasiment pour tout le monde, tu sais. Ça m'amène à la question suivante. Créer une start-up au Québec versus une start-up à Silicon Valley, là, comme, tu vois-tu des différences entre les deux? Tu sais, comme développer ça ici versus là-bas, parce que tu sais, quand tu me dis hey, un compagnon plus niché pour les vieux versus un compagnon plus large, là, tout de suite, je me dis, hey man, mais là, ça va être difficile, il y a tellement d'autres joueurs sur la planète, puis tout ça, puis là, t'es au Québec, comme c'est plus niché un peu, fait que tu as une perspective que nos auditeurs, puis nous-mêmes, moi puis Joe, on n'a pas eu nécessairement de voir l'intérieur de cette fameuse Silicon Valley-là. C'est quoi les différences d'avoir autant d'ambition en étant au Québec versus là-bas? Là? C'est un peu autour de ça que je gravite dans ma question. Ouais, c'est une super bonne question. J'ai pas réfléchi beaucoup à ça, mais je dirais, la grande différence entre le Québec puis, Silicon Valley, c'est, la quantité de talent de qualité à Silicon Valley, puis aussi les moyens, genre, vraiment les ressources financières, qui permettent des plus grandes ambitions. Puis souvent les projets à Silicon Valley, les startups, c'est comme plus que ta startup est ambitieuse, plus que c'est pas facile, mais plus que c'est intéressant, plus que ça va attirer le monde parce que le monde qui vont là, ils veulent travailler sur les projets les plus ambitieux. Tandis que peut-être qu'à Québec, ben, on n'a pas nécessairement tout le temps les plus grandes ambitions. Ben, tu sais, on va juste essayer de faire un produit de base pour les compagnies de base plutôt que d'essayer de genre complètement révolutionner une industrie ou d'essayer un espèce de moonshot aller sur la Lune. On essaye plus de se rendre genre à une couple de kilomètres plus loin. Mais ben, tu sais, mais je pense qu'on a quand même des bonnes chances, même en étant à l'écosystème de Québec. Puis il y a énormément, énormément, énormément de talent à Québec.
souvent, un des problèmes, c'est que le talent du Canada et du Québec allait à Silicon Valley à la place. Mais en ce moment, avec Amical, on a vraiment une équipe exceptionnelle qu'on a très, très soigneusement choisie. Donc, je pense qu'on est compétitif avec les meilleures startups de Silicon Valley, probablement. Puis après ça, c'est d'essayer d'aller trouver le même type de ressources qu'eux ils ont pour pouvoir être à la hauteur de nos ambitions. Mais Trump a vraiment fait un gros cadeau au Canada avec, il y a quelques semaines, là, il a augmenté le prix du visa de travail américain à 100 000 $. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de startups américaines qui peuvent plus se permettre d'engager des gens d'exception de l'extérieur. Puis 50 de Silicon Valley et plus, c'est des gens d'exception de l'extérieur. Donc, d'après moi, il a donné vraiment un coup de bâton dans les jambes de Silicon Valley en ce moment. Puis si le Canada, puis si les leaders du gouvernement étaient astucieux, ils pourraient capitaliser là-dessus rapidement. Est-ce que tu crois que, moi, j'ai déjà fait une petite start-up jadis, puis un des souvenirs que j'ai, c'est que justement, on avait tout le temps ces fameuses rencontres avec des investisseurs, puis euh, on avait fini par amener l'idée que de travailler au Québec dans le fait francophone, il y avait un certain intérêt, il y avait un certain avantage, parce que ça permet de tester un produit, tu sais, puis d'être dans un environnement relativement fermé, mais qui est quand même assez ouvert aussi. Est-ce que tu vois ça? Est-ce qu'il y a un certain intérêt à dire, ben, tu sais, nous, on travaille ici au Québec, on est dans le français. Officiellement, c'est pas un stealth mode, là, tu sais, mais ça te permet peut-être d'avancer de façon plus secrète un peu, en contrôlant un peu l'évolution de ton produit. Ouais, absolument. Puis je trouve que, tu sais, nous, le fait d'avoir fait Amical au Québec, ça nous permet de rester under the radar, puis de pas se faire voler notre idée de téléphone. Puis encore aujourd'hui, je vois des startups aux États-Unis ou en Europe qui développent des tablettes pour les personnes qui ont l'Alzheimer, puis je suis là, ça marchera pas. Euh, puis, tu sais, ce serait pas compliqué pour une compagnie de même qui a déjà un bon réseau de distribution, qui a déjà des deals signés avec 80 des résidences aux États-Unis ou peu importe, puis qui disent ah ben on va faire un téléphone à la place d'une tablette, puis ou genre court-circuiter. Puis même s'il n'y aurait pas un produit aussi bon que le nôtre, juste parce qu'ils ont un meilleur réseau de distribution, ils pourraient nous battre. Mais en ce moment, ça nous permet justement de. Tu sais, là, en ce moment, on a beaucoup de demandes dans le marché du Québec, mais on n'est pas connu du tout, même en Ontario, parce que la vidéo, le reportage de Radio-Canada était en Ah oui, français, entre autres. Ça fait qu'il y a exact. personne, genre, en dehors du Québec qui l'a vraiment vu. Ça fait que ça nous permet de, oui, aller chercher des fonds, faire de l'argent, avoir des revenus, assez de revenus pour pouvoir être intéressant pour les investisseurs potentiels, sans nécessairement être sur la carte puis sur le radar de tous les compétiteurs potentiels. Donc, c'est clairement un Cool. avantage. Bien content de valider cette hypothèse. Écoute, est-ce D'ailleurs, que tu crois aussi que, dans le fond, les startups IA à vocation sociale, un peu comme Amical, est-ce que tu crois justement qu'on va peut-être assister à une genre d'une explosion un peu de ce genre de projet-là? Ouais, absolument. Je trouve que en ce moment, il y a c'est une révolution industrielle là, avec l'intelligence artificielle. C'est une invention qui est aussi importante que l'invention de l'Internet ou que l'invention même des ordinateurs à la base. Puis ça amène un potentiel absolument incroyable. Puis ce que je dis, c'est on arrêterait le développement de l'IA aujourd'hui, là. Il n'y aurait plus de nouveaux modèles, de nouveaux ChatGPT qui est encore 2 fois meilleur. Puis on aurait 20 ans d'innovation à juste amener cette technologie-là dans tous les recoins de la société. Mais en ce moment, c'est pas ça qui se passe. En ce moment, chaque année, le modèle est 2 fois meilleur. Donc, c'est comme tu as 20 ans d'innovation potentielle sur les stéroïdes exponentiels. Donc, c'est absolument incroyable. Tu sais, nous, on a choisi la niche des troubles cognitifs puis des personnes Alzheimer qui est complètement ignorée des grandes compagnies techno. Puis des niches comme ça, il y en a une quantité infinie. Puis tu sais, ce qu'on va réaliser, c'est que la demande pour de la techno, puis pour des améliorations, puis pour de l'optimisation, on peut en faire partout, puis on peut en faire à l'infini. Puis l'autre chose que je dirais aussi pour les gens qui ont comme peut-être peur de se lancer en affaires, c'est le moment idéal pour le faire parce que ça n'a jamais été aussi facile. Euh, Genre, par exemple, moi, j'ai plus aucun respect pour les diplômes depuis 2023. Là. Tous les diplômes universitaires, peu importe, ben, peut-être dans les trucs plus techniques, ça a encore de la valeur, mais un diplôme en quelque chose que tu peux rédiger avec ChatGPT, les jeunes aujourd'hui, ils peuvent passer complètement un diplôme complet juste sans même avoir besoin d'étudier en faisant tous leurs devoirs avec l'intelligence artificielle. C'est que autant c'est rendu vraiment facile d'être un étudiant, genre exponentiellement plus facile qu'il y a 2 ans. Euh,
autant être entrepreneur aujourd'hui, c'est exponentiellement plus facile aussi. Quand j'ai des questions sur comment ça marche, Revenu Québec, comment est-ce que je crée mon compte ClickSecure, c'est quel compte ClickSecure que je dois utiliser pour accéder à la CNESST, ChatGPT, il a les réponses à toutes, puis il peut me dire exactement où aller, quoi faire. Puis autant ça que, ben là, ça me prend un plan de communication, ben là, ça me prend un contrat pour mon premier client, ça me prend des termes et conditions, puis une politique de privé, de data privacy. Il peut tout te faire ça. C'est toutes des affaires qui t'auraient coûté des milliers de dollars en frais d'avocat qu'aujourd'hui, tu peux faire en genre une journée de travail. Puis, ben, oui, OK, tu peux peut-être le faire réviser par un avocat si tu veux, mais en tout cas, ça rend les choses exponentielles. En fait, depuis que j'ai commencé Amical, j'ai un respect incroyable pour le monde qui ont construit des business avant l'intelligence artificielle. Ben, je sais pas quand ils ont fait, honnêtement. Très hot. Ah, puis tu touches un excellent point. Écoute, j'ai 45 ans. J'ai développé ma première application cette année. Première application native. Tu sais, jamais dans ma vie, tu m'aurais dit, hey Joe, tu vas développer un jour une app. Tu sais, j'avais comme un peu abandonné ça. Je n'étais pas nécessairement un excellent développeur quand j'ai commencé ma carrière. J'ai jamais été vraiment développeur au final. Tu sais, j'ai plus travaillé du côté front-end. Puis là, ben, tu sais, j'ai vu ça, j'ai trouvé un outil. Puis j'ai commencé à coder, travailler de façon assistée pour comprendre un peu le code, améliorer mon code, faire des choses et tout. Absolument malade, là. Je veux dire, jamais j'aurais pensé ça. Fait que c'est sûr que ce que tu dis aussi par rapport au monde de l'éducation, il va y avoir des gros changements incroyables là, qui vont venir dans le milieu scolaire. J'ai eu la chance aussi de faire un petit panel avec des gens, avec des professeurs, avec des gens du milieu et tout. Puis tu sais, je pense que, comme il disait, tu sais, là actuellement, c'est comme les dinosaures qui regardent le gros météorite, là. Tu sais, il va falloir que tu passes. Les universités, ils changent lentement, puis tu sais, refaire un programme, ça prend genre 3-4 ans, puis en ce moment, à chaque année, tout change. Il faut tout le temps qu'ils revoient, genre, puis essayent d'ajuster les cours, puis tout ça, mais c'est tellement une course effrénée. Je parlais à un directeur de la maîtrise que j'ai fait à l'Université Laval, puis il dit, ma job est rendue plate, là. Tu sais, à l'époque, les gens faisaient des essais, puis genre, je m'assisais avec eux, puis je les aidais à genre mettre de l'ordre dans leurs idées, puis à corriger leurs fautes, puis à faire des bonnes tournures de phrases. Puis aujourd'hui, tous les essais que je reçois sont parfaits. Puis tu sais, je sais pertinemment que genre les qualités ou les attitudes que je développais avec le monde anciennement, aujourd'hui, on les développe plus chez les jeunes parce que, tu sais, ils font l'essai puis c'est parfait, first shot. C'est que, ouais, c'est des grosses considérations je pense qu'il faut vraiment changer les cours puis autant avoir des cours avec de l'intelligence artificielle ou que, OK, tu l'utilises au maximum de son potentiel que autant OK, aujourd'hui, il y a pas d'ordi, tu as une feuille de papier, un crayon puis on fait un essai, tu as 3 heures puis tu remets ton essai à la fin de la classe puis ça va être vraiment, vraiment important parce que sinon, on va avoir une génération de gens qui vont être intellectuellement obèses. Ah, intellectuellement obèse, je l'aime, cette expression-là, c'est incroyable. En effet, Ben, le monde va être c'est paresseux, là. ouais, puis juste pour, ancrer la métaphore, à l'époque où tout le monde était fermier, tout le monde était en shape parce qu'on était forcé d'exercer nos muscles, physiques à chaque jour. Puis depuis qu'on a développé des machines pour, cultiver les champs, ben, il y a des gens qui deviennent obèses parce qu'ils s'en vont pas au gym. C'est la même chose qui va se passer au niveau intellectuel que jusqu'à aujourd'hui, il fallait utiliser nos capacités cognitives pour genre, avoir une carrière, pour travailler, pour résoudre des problèmes. Puis là, on est en train de développer des machines qui font ça à notre place. Puis il va falloir aller au gym intellectuellement parce que sinon, on va devenir juste intellectuellement obèse. Puis la journée qu'on n'aura plus accès à ces outils-là, on sera plus capable de réfléchir. Fun fact, avant qu'on enregistre, j'ai vu justement une statistique passée qui disait que le 2 tiers des Canadiens sont en surpoids. Donc, ça vient appuyer un peu ce que tu dis. Puis fun Ouais. fact, en 10-20 ans, 50% des Canadiens qui vont être intellectuellement incapables ou très moins capables, disons. Fait que, tu sais, shout-out aux professeurs, shout-out aux parents. Donc, dans les deux cas, ce sont des gens qui éduquent d'autres personnes. S'il vous plaît, les amis, on garde les gens dans une créativité et on enlève la paresse de l'équation. On essaie d'avoir un peu un mix des deux. Connaissez les intelligences artificielles, utilisez-les comme des outils, mais des fois, mettez ça dans une boîte, touchez-y pas, puis vous rentrez dans la pièce, puis on va faire quelque chose, là, tu sais, plus à la méthode old school, papier-crayon, ce qui est vraiment important. C'est vraiment super pertinent tout ça. Écoute, moi, je ouais, ne sais pas si tu avais une question encore, Simon. Ben, je serais allé, j'aurais regardé le futur, moi, là, un peu, là, mais Ok. vas-y, Je toi. m'en allais aussi. Je sais Vas-y. qu'écoute, Tony, le genre de gars qui aime bien se mouiller. Tu as fait des prédictions dans le passé, puis je pense à la dernière conférence que j'avais eu que tu avais fait justement au Feu WAC. Tu avais fait un petit retour un peu sur certaines prédictions que tu avais fait. Fait que j'aurais le goût si ça te tente, qu'on fasse le jeu de la prédiction aujourd'hui de Tony. Est-ce que actuellement il y a quelque chose qui est comme
dans ton back-office, là, tu dis, ça, actuellement, là, je prédis que c'est quelque chose d'important qui va se passer. Puis, tu sais, j'imagine dans un horizon XY, mettons. Ben, je pense autant à l'époque du WAC, je faisais des prédictions qui sont pas mal toutes vraies aujourd'hui, que même moi, ça me surprend des fois. Puis aujourd'hui, le playbook est déjà tout écrit. Dans le fond, on sait vraiment vers où ça s'en va. Tu as l'intelligence artificielle qui va automatiser le travail intellectuel. Puis après ça, la prochaine chose, ça va être les robots. Là. Vous avez sûrement vu La les robots robotique, ouais. Tesla, les robots figures qui s'en viennent. Puis il se trouve que les modèles LLM, c'était la pièce manquante à mettre dans le cerveau de ces robots-là pour les permettre d'opérer dans le monde réel. Ça fait Totalement. qu'autant, mettons, les jobs puis les tâches intellectuelles sont automatisées avec l'ordinateur aujourd'hui, autant éventuellement, ça va être, tu vas avoir besoin de réparer ton évier, puis tu vas pouvoir avoir un robot à 5 piastres de l'heure qui va pouvoir venir le faire pour toi. Puis après ça, la prochaine étape, c'est les interfaces neurales. Puis ça, j'en parlais même en 2014-2015, je pense. Les puces connectées au cerveau, l'augmentation du cerveau avec l'intelligence artificielle, puis comme la fusion de l'humain et de la machine. Là, vraiment toute la science-fiction. En fait, la science-fiction, plus que je regarde ça, plus que je vois ça comme un espèce d'outil d'exploration du futur. Puis c'est Margaret Atwood qui disait ça, là, Art challenge science and science inspire art, ou peut-être que c'était l'inverse. Puis je pense que c'est vraiment ça qui va s'en venir. Très cool, très cool. Puis écoute, justement, je me permets, par rapport à tout ce qui est éventuel device, tu sais, c'est dans l'actualité beaucoup. OpenAI avec Johnny Hive et tout ça. Tu sais, je pense que tu as une vision du fait que l'AI va se transformer dans un produit ou quoi que ce soit. As-tu des takes là-dessus? Tu sais, moi, je suis comme étonné. Tu sais, OpenAI avait annoncé cet automne, donc on y arrive. Mais est-ce que je suis comme dans le feeling que la première personne qui va showcaser, elle a comme tout le poids du monde sur ses épaules, là? Ouais, le form factor, en fait, l'idée, c'est de développer. OpenAI ont engagé le designer du iPhone pour développer un nouvel objet qui va remplacer l'iPhone. Puis le monde se demande c'est quoi cet objet-là, puis quelle forme que ça va prendre. L'idée, c'est d'avoir un chat GPT avec toi à longueur de journée. Puis ça, c'est. Moi, j'ai un ami qui est vraiment intéressant, justement, que lui, à l'époque, ça fait 10 ans qu'il enregistre sa vie. Tu sais, j'allais le voir à Montréal, puis il y avait une caméra sur lui, puis il disait Hey, avant quoi que ce soit, je veux juste t'informer que je filme, puis j'enregistre tout. Puis la raison pourquoi, c'est parce qu'il voulait faire un clone de lui, IA, éventuellement, pour s'il meurt, que genre, il puisse léguer genre, une version de lui avec le maximum d'informations qu'il puisse connaître vraiment sa vie. Mais aussi, ben ça, c'est une personne qui a travaillé pour Elon Musk. Il est engagé chez XAI. C'est des idées vraiment capotées il y a 10 ans. C'est vraiment intéressant parce qu'un coup que tu as ça, tu peux interroger l'intelligence artificielle, dire Hey, j'ai-tu été un bon ami avec Tony cette semaine? Puis genre, ah, c'est quoi donc la personne que j'ai rencontrée il y a un mois avec qui j'ai parlé de tel sujet? C'est que là, tout d'un coup, tu peux chercher ta vie, tu peux avoir du feedback personnalisé sur genre toi, tu peux dire, hey, c'est quoi que j'oublie qui est important en ce moment, puis avoir des rappels. Puis tu sais, imagine si tu as des problèmes cognitifs, une technologie comme ça, à quel point ça va pouvoir t'aider. Ça fait que c'est vraiment vers là que ça s'en va. Puis là, la question qui tue, c'est, OK, c'est-tu un pendentif? C'est-tu des lunettes? C'est-tu, je sais pas, un AirPod dans les oreilles? Est-ce que c'est quelque chose que tu gardes dans ta poche qui est comme une brique? Puis c'est ça que je pense qu'eux, ils explorent avec Johnny Ive en ce moment. Puis je pense que au final, c'est pas très important quelle forme que ça va prendre. L'idée, c'est que ça soit juste facile à traîner, puis que ça t'accompagne tout au long de ta journée. Puis après ça, c'est vraiment les bénéfices, c'est l'assistant cognitif qui connaît ta vie, qui te connaît, puis qui est capable de te supporter. Sachant... Oh, vas-y. Moi, il y a un mot qui me vient en tête. On flirte donc, puis je pense que tu l'avais nommé, Tony, précédemment. On flirte avec l'omniprésence de l'AI. 24/7, 365 jours par année, si tu portes ça à ton cou, whatever, là, peu importe le device factor, le form factor. Moi, il y a l'adhésion aussi là, que je réfléchis énormément. Là, comme je le dis souvent, là, Joe et moi, on va être les premiers à se l'acheter et le tester. Puis Tony aussi, tu l'as dit, tu essayes toutes ces affaires-là, mais avant qu'il y ait... Il y a un clash s'il vous plaît, entre les gens qui vont adhérer à ça puis d'autres qui vont dire « T'es-tu malade mental? » Que genre Big Brother m'écoute. On revient à 1984, le livre, là, dans le sens où là, on t'écoute là, de tout partout puis on te surveille.
Les bénéfices, on en parlait, il va y avoir des bénéfices incroyables de faire un contrôle F, un pomme F sur ta vie, tu sais. Recherche quelque chose qui s'est passé il y a 4 mois. Mais à l'inverse, les données qui sont derrière ça, ça entraîne quel algo derrière, quel riche homme d'affaires de la Silicon Valley s'enrichit sur ces données de masse, là. C'est des questions qui demeurent en gros suspens, là. C'est pour ça qu'ils ont payé 6 milliards de dollars pour avoir Johnny Ive, le designer du iPhone, justement, parce que, tu sais, tu repenses au Google Glass, les fameuses lunettes Google qui étaient sorties 10-15 ans de ça, qui étaient absolument, impossiblement en avance sur leur temps. Puis au final, ça a été un flop. Puis les gens appelaient les gens qui avaient ces lunettes-là des glassholes. Puis une des raisons, c'est parce qu'ils n'aimaient pas l'idée de pouvoir se faire filmer n'importe quand. Parce que tu avais les lunettes, tu savais jamais si la personne te filmait ou pas. Puis justement, il y a comme des nouvelles versions de ces lunettes-là que c'est simple, mais il y a juste une petite lumière quand ça filme. C'est que là, tu sais quand le monde te filme puis quand le monde te filme pas. Fait que souvent, c'est des petites idées de design comme ça qui peuvent genre régler une grosse partie des réticences ou des problèmes. Fait que je pense que c'est exactement le genre de grosses questions existentielles sur lesquelles Johnny Ive se penche en ce moment. Comment est-ce qu'on rend ça acceptable? Comment est-ce qu'on établit par le design de l'objet ou par le fonctionnement de l'objet une espèce de limite ou qu'on donne la possibilité aux gens de peut-être refuser de participer à ça aussi ou de savoir qu'il y en a un là ou tu sais, tout, c'est des grosses questions de design. Est-ce que tu penses que Apple est inévitablement trop tard dans la course? Non. Apple sont incroyablement en retard. Puis moi, en fait, j'en parlais même en 2017, 2018, 2019. La raison pourquoi ils sont en retard, c'est à cause de le legacy de Steve Jobs, du sens de, excuse-moi des anglicismes, le secrecy. Apple, tu sais, j'ai fait des entrevues chez eux, là, puis c'était impossiblement secret, là. Tu rentrais dans un grand corridor blanc avec des portes en métal, puis tu rentrais dans une chambre, puis tu posais des questions, tu faisais une entrevue pour un job, puis la personne à qui tu parlais savait même pas c'était quoi le projet. Toi, tu pouvais pas savoir c'était quoi non plus, personne ne savait rien. Puis pendant longtemps, les chercheurs en IA, ils pouvaient pas publier leurs résultats de recherche. Puis quand tu es un chercheur scientifique, la publication, c'est tout. C'est 100%, c'est l'incitatif clé qui va te faire faire tes études puis d'avoir du renom dans ton milieu. Genre, quand tu allais chez Google en intelligence artificielle où je travaillais à l'époque, les chercheurs pouvaient publier tous leurs trucs. Puis justement, le paper, Attention is all you need, c'est Google qui a inventé le T de ChatGPT. Tous les chercheurs qui ont développé ça sont rendus des sommités mondiales. Si tu étais chez Apple, tu aurais développé ça, personne n'aurait jamais su ton nom. C'est qu'ils ont tous perdu les meilleurs chercheurs en intelligence artificielle et dans toutes les autres technologies, sauf peut-être le hardware, pendant 10 ans. Puis là, ils souffrent aujourd'hui des conséquences de ça. Mais ça reste que la technologie développe. Puis je pense que là, ils ont les moyens aussi. Là, ils ont 120 milliards de dollars en coffre pour aller réengager ce monde-là. Et éventuellement, ça va juste devenir assez bon que toutes les plateformes vont l'avoir. Apple va avoir une force incroyable avec son écosystème. Ils vont faire des choses que personne d'autre va pouvoir faire. Puis ils vont s'assurer que personne d'autre puisse les faire. Puis la base d'utilisateurs avec l'iPhone. Donc, je pense qu'ils vont revenir dans la course éventuellement. C'est une question de temps. Puis d'ailleurs, ben, tu sais, ils ont les moyens aussi. Puis en ce moment, on voit à Silicon Valley une course absolument effrénée qui dépasse l'entendement du Québec là, au niveau des salaires. Vous avez peut-être vu les annonces là, des offres d'emploi à 100 millions de dollars pour des chercheurs. T'sais, les gens font plus que les meilleurs joueurs de la NBA en ce moment. Mark Zuckerberg, les fondateurs de Google sont retournés chez Google, puis ils sont tous all-in en ce moment. Puis, Mark, il dit, genre, j'ai pas peur de gaspiller 300 milliards de dollars dans le vide, mais ma préoccupation, c'est pas de rater la shot, de pas rater l'opportunité. Puis je pense que chez Apple, ça va être la même chose. Puis ils en ont 120 milliards à dépenser pour aller engager du monde. C'est des trucs absolument incroyables. Puis d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu aussi aujourd'hui, je pense que c'est cette semaine, les premiers employés de OpenAI ont pu vendre leurs actions. Ils ont comme fait une offre d'actions privée avec une valuation de 500 milliards, qui est la plus haute start-up valuée. Ça l'a fait, tu sais, il y a des employés chez OpenAI aujourd'hui qui sont milliardaires. Vraiment. On n'est même plus des millionnaires, des employés, pas des fondateurs, qui sont milliardaires aujourd'hui. C'est fou braque. C'est fou braque. Ce monde-là me fascine. Autant que ça drive le futur de la planète, autant c'est dingue là, ce qui se passe là. C'est loin. Essaye d'imaginer ça, toi, 1 milliard de dollars dans tes mains, là, des milliards de dollars dans tes mains, ça n'a aucun rapport, là, tu sais. Mais ça démontre à quel point le futur de l'humanité est entre les mains de toutes ces grosses technologies-là qui s'en viennent, puis toute l'attention, puis le cash est fiolé là-dedans. Ce qui m'amène même à me dire, tu sais, on dit des fois une bulle technologique, on est dans une bubble, puis tout ça, puis
je lis ici et là qu'il y en a qui disent, bon, tu sais, on est juste dans une bulle, là, tu sais, puis ça va passer, puis l'AI, il faut pas capoter, c'est le buzzword du moment. Moi, je pense qu'on est plus que juste un buzzword, on est dans une grosse révolution présentement. Bon, on en a parlé au début du podcast, comme quoi, tu sais, il y a un avant puis un après, là, mais on est vraiment à l'endroit mitoyen entre les deux, là, tu sais. Ouais, moi aussi, je pense ça. Puis comme je dis, tu sais, que la bulle éclate, ça veut dire quoi, la bulle éclate? Ça veut dire qu'on finalement, on atteint un top puis on n'est plus capable d'améliorer la techno. Il reste 20 ans d'innovation avec la techno qu'on a là aujourd'hui. C'est que la bulle, si c'est une bulle, elle est loin, loin, loin d'éclater, selon moi. Une grosse bulle, là, c'est ça. Tony, c'est très cool. Merci pour cette vision, autant ben, de ton parcours, ta vision sur la tech du moment et à venir, puis aussi comment tu le, à ton échelle à toi, en ce moment, avec Amical AI, comment tu dis, bon, ben moi, là, il y a des outils en place, qu'est-ce qu'on peut prendre puis attaquer une niche en ce moment qui va avoir une vocation, ma foi, extrêmement noble derrière tout ça. Je tiens à le saluer, là. Il y a des startups qui font le use case, c'est très cossin. Là, on est vraiment loin du cossin, là. On fait quelque chose de concret pour une population qui en a grandement besoin puis qui est délaissée un peu des grandes corporations tech de ce monde-là. Fait que je salue ça à fond la caisse. Joe, je sais pas si tu as certains trucs à ajouter en fin de parcours. Non, ben écoute, je te dirais, je te souhaite bien du succès, mais tu sais, en même temps, je suis comme convaincu que c'est un produit, puis c'est un projet sur lequel vous allez continuer d'avoir excessivement de succès. C'est vraiment un très beau produit. C'est certain que moi, je vais suivre ça attentivement de ce coin de là, l'évolution un peu de votre plateforme et de tout ça. Là. Fait que, encore une fois, bravo, c'est vraiment un beau projet, puis c'est inspirant. Moi, je trouve ça le fun de voir des startups justement à vocation sociale et tout. On dirait qu'en vieillissant, c'est des valeurs que je trouve qui sont profondes, que j'aime voir. Fait que je trouve ça vraiment inspirant. Fait que bravo, chapeau à toute l'équipe. Ouais. Puis je laisserais, le monde sur peut-être cette réflexion-là, mais tu sais, genre, de tout le monde a une niche dans laquelle ils se connaissent un peu plus, puis qui ont des idées que peut-être que les autres voient pas. Puis, tu sais, moi, j'ai choisi, mettons, l'Alzheimer de mon expérience avec ma grand-mère, mais ça aurait pu être genre 1000 autres choses. Puis, en fait, c'est juste d'être un petit peu patenteux, d'essayer ces outils-là, puis si tu connais une niche, d'essayer de voir comment tu peux appliquer ça dans ta niche pour régler des problèmes. Puis après ça, de juste régler ces problèmes-là. Puis je pense qu'il y a du potentiel incroyable en ce moment pour les gens de se lancer en affaires puis d'avoir des gros impacts sur la société dans des raccoins qui sont complètement oubliés. Puis tu sais, si vous avez peur puis vous savez pas par où commencer ou comment faire, ben, tu sais, demandez à ChatGPT puis il va vous le dire. Ça règle beaucoup de problèmes de la page blanche, là. Exactement. C'est excellent message de closure. Merci beaucoup, Tony, pour ton temps. C'est Puis vraiment apprécié. on vraiment apprécié. Puis on reste en contact. Yes, merci, à plus. Merci.